Bienvenue dans notre podcast dédié aux icônes de l'écran, où nous explorons la vie et la carrière de certaines des personnalités les plus mémorables de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers captivant de l'acteur américain Peter Falk. Né dans le Bronx à New York, Falk était le fils de Michael Peter Falk, propriétaire d'un magasin de vêtements et de marchandises sèches, et de sa femme Madeline. Falk a grandi à Ossining, New York. L'œil droit de Falk a été chirurgicalement enlevé à l'âge de 3 ans en raison d'un rétinoblastome. Il portait un œil artificiel pendant la majeure partie de sa vie. Malgré cette limitation, étant enfant, il participait à des sports d'équipe, principalement le baseball et le basketball. Dans une interview de 1997 dans le magazine Cigar Aficionado avec Arthur Marks, Falk a déclaré « Je me souviens qu'une fois au lycée, l'arbitre m'a déclaré hors base alors que j'étais sûr d'être en sécurité. J'étais tellement en colère que j'ai sorti mon œil de verre, je lui ai remis et j'ai dit « Et c'est ça. J'ai eu un tel éclat de rire, tu ne croirais pas. » La première apparition sur scène de Falk a eu lieu à l'âge de 12 ans dans les Pirates de Penzance au camp High Point dans l'état de New York, où l'un de ses conseillers de camp était Ross Martin. Falk a fréquenté le lycée d'Ossining dans le comté de Westchester à New York, où il était un athlète étoile et président de sa classe senior. Falk a brièvement fréquenté le Hamilton College à Clinton, New York. Il a ensuite tenté de rejoindre les forces armées car la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. Rejeté à cause de son œil manquant, il a rejoint la marine marchande des États-Unis et a servi en tant que cuisinier et garçon de salle. Falk a déclaré de cette expérience en 1997 « Là-bas, il se fiche que tu sois aveugle ou non. Le seul sur un navire qui doit voir, c'est le capitaine. Et dans le cas du Titanic, il ne pouvait pas voir très bien non plus. » Falk se souvient de cette période dans son autobiographie. « 1 an sur l'eau, ça me suffisait. Alors je suis retourné à l'université. Je ne suis pas resté longtemps. Trop agité, que faire ensuite ? Je me suis inscrit pour aller en Israël combattre dans la guerre de son attaque contre l'Égypte. Je n'étais pas passionné par Israël, je n'étais pas passionné par l'Égypte. Je voulais juste plus d'excitation. On m'a attribué un navire et une date de départ, mais la guerre était finie avant que le navire ne parte. » Après 1 an et demi dans la marine marchande, Falk est retourné au Hamilton College et a également fréquenté l'université du Wisconsin. Il a transféré à la New School for Social Research à New York, qui lui a décerné une licence en littérature et en sciences politiques en 1951. Falk a voyagé en Europe et a travaillé sur un chemin de fer en Yougoslavie pendant 6 mois. Il est revenu à New York, s'inscrivant à l'université de Syracuse, mais il a rappelé dans ses mémoires de 2006 qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie pendant des années après avoir quitté le lycée. Falk a obtenu une maîtrise en administration publique à la Maxwell School de l'université de Syracuse en 1953. Le programme visait à former des fonctionnaires pour le gouvernement fédéral, une carrière que Falk a déclaré dans ses mémoires ne pas avoir d'intérêt et pas d'aptitude pour. Il a postulé pour un emploi à la CIA, mais il a été rejeté en raison de son adhésion au syndicat des cuisiniers et maîtres d'hôtel de la marine lorsqu'il servait dans la marine marchande, même s'il était obligé de rejoindre le syndicat et n'était pas actif au sein de celui-ci, qui était critiqué pour ses inclinaisons communistes. Il est ensuite devenu analyste en gestion au sein du bureau du budget de l'État de Connecticut à Hartford. En 1997, Falk a décrit son travail à Hartford comme étant celui-ci d'un expert en efficacité. J'étais tellement expert en efficacité que le premier matin au réveil, je n'ai pas pu trouver le bâtiment où je devais me présenter. Naturellement, j'étais en retard, ce qui était toujours le cas à l'époque, mais ironiquement, c'était ma tendance à ne jamais être à l'heure qui m'a lancé en tant qu'acteur professionnel. Pendant son travail à Hartford, Falk rejoint un groupe de théâtre appelé les Mark Twain Maskers, où il a joué dans des pièces telles que The Kane Mutinerie Cour Martial, The Crucible et The Country Girl de Clifford Odets. Falk a également étudié avec Eva Le Gallienne qui donnait un cours d'art dramatique au White Barn Theatre à Westport, Connecticut. Falk se souvient plus tard comment il a menti pour entrer dans la classe qui était destinée aux acteurs professionnels. Il conduisait de Hartford à Westport chaque mercredi, jour où les cours avaient lieu, et était généralement en retard. Dans son interview de 1997 avec Arthur Marks dans le magazine Cigar Aficionado, Falk a déclaré à propos de Le Gallienne « Un soir où je suis arrivé en retard, elle m'a regardé et a demandé « Jeune homme, pourquoi es-tu toujours en retard ?» Et j'ai dit « Je dois venir de Hartford. » Elle a regardé par-dessus son nez et a dit « Qu'est-ce que tu fais à Hartford ? Il n'y a pas de théâtre là-bas.
Comment gagnes-tu ta vie en tant qu'acteur ? Falk a avoué qu'il n'était pas un acteur professionnel. Selon lui, Le Gallienne l'a regardé sérieusement et a dit « Eh bien, tu devrais l'être ». Il est retourné à Hartford et a démissionné de son emploi. Falk est resté avec le groupe de Le Gallienne pendant quelques mois de plus et a obtenu une lettre de recommandation de Le Gallienne à un agent de la William Morris Agency à New York. En 1956, il a donc quitté son emploi au Budget Bureau et a déménagé à Greenwich Village pour poursuivre une carrière d'acteur. Le premier rôle de Falk sur scène à New York a été dans une production off-Broadway de Don Juan de Molière au 4th Street Theatre qui a fermé après sa seule représentation, le 3 janvier 1956. Falk jouait le deuxième rôle, Sganarelle. Son rôle suivant au théâtre s'est avéré bien meilleur pour sa carrière. En mai, il est apparu au Circle in the Square dans une reprise de The Iceman Comet avec Jason Robards dans le rôle du barman. Plus tard, en 1956, Falk a fait ses débuts à Broadway, apparaissant dans le journal d'un scélérat d'Alexandre Ostrovsky. À la fin de l'année, il est réapparu à Broadway en tant que soldat anglais dans Saint Jean de Show. Falk a continué à jouer dans des productions estivales de théâtre. Selon l'historien du cinéma, Ephraim Katz, ses personnages gagnent en authenticité grâce à son regard plissé, résultat de la perte d'un œil. Malgré son succès sur scène, un agent théâtral a conseillé à Falk de ne pas s'attendre à beaucoup de travail d'acteur au cinéma en raison de son œil artificiel. Il a échoué à un essai cinématographique chez Columbia et le patron du studio, Harry Cohn, lui a dit « Pour le même prix, je peux obtenir un acteur avec 2 yeux ». Il n'a pas non plus réussi à obtenir un rôle dans le film Marjorie Morningstar, malgré un entretien prometteur pour le second rôle. Ses premières performances cinématographiques étaient des petits rôles, dans Wing Across the Everglades en 1958, The Bloody Broad en 1959 et Pretty Boy Floyd en 1960. La prestation de Falk dans Murder Incorporated en 1960 a marqué un tournant dans sa carrière. Il a été choisi pour le rôle secondaire du tueur Abe Reles dans un film basé sur le gang du même nom qui terrorisait New York dans les années 30. Le critique de cinéma du New York Times, Bosley Crowther, tout en qualifiant le film de gangster moyen, a salué la prestation amusante et vicieuse de Falk. Crowther a écrit « Monsieur Falk, se déplaçant comme fatigué, regardant les gens du coin de l'œil et parlant comme s'il avait emprunté le chewing-gum de Marlon Brando, semble une parodie d'un tueur jusqu'à ce que l'eau gèle soudainement dans ses yeux et qu'il sorte un pic à glace de sa poche et commence à percer les côtes de quelqu'un. Alors la méchanceté jaillit de lui et on a l'impression d'un criminel irrémédiablement brisé et corrompu. » Le film s'était avéré le rôle décisif de Falk. Dans son autobiographie Just One More Thing en 2006, Falk a déclaré que sa sélection pour le film parmi des milliers d'autres d'acteurs off-Broadway était un miracle qui a fait sa carrière et que sans cela, il n'aurait pas obtenu les rôles importants qu'il a joués par la suite. Falk, qui a joué à nouveau Reles dans la série télévisée The Witness en 1960, a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans le film. En 1961, le réalisateur multi-oscarisé Frank Capra a choisi Falk pour la comédie Pocketful of Miracle. Le film était le dernier long métrage de Capra et bien qu'il n'ait pas eu le succès commercial escompté, il s'est extasié sur la performance de Falk. Falk a été nominé pour un Oscar pour ce rôle. Dans son autobiographie, Capra a écrit à propos de Falk « Toute la production était une agonie, sauf Peter. Il était ma joie, mon encre dans la réalité. Introduire ce talent remarquable aux techniques de la comédie m'a fait oublier les douleurs, le sang fatigué et les envies maniaques de tuer Glenn Ford, la star du film. Merci Peter. » Pour sa part, Falk a dit qu'il n'a jamais travaillé avec un réalisateur qui montrait plus de plaisir envers les acteurs et de l'art du jeu. Rien n'est plus important pour un acteur que de savoir que la seule personne qui représente le public pour vous, le réalisateur, réagit bien à ce que vous essayez de faire. Falk se souvient un jour où Capra a refait une scène, même s'il avait crié « coupé » et imprimé, indiquant que la scène était finalisée. Lorsque Falk lui a demandé pourquoi il voulait la refaire, il a ri et a dit qu'il aimait tellement la scène qu'il voulait simplement nous la voir la refaire. Pour le reste des années 60, Falk a principalement eu des rôles secondaires au cinéma et des apparitions en tant que guest star à la télévision. Falk a joué l'un des chauffeurs de taxi victimes de la cupidité dans la comédie épique de 1963 avec un casting étoilé, Un monde fou, bien qu'il n'apparaisse que dans le dernier 5e du film.
Folk a fait sa première apparition à la télévision en 1957 dans des programmes d'anthologie dramatique qui ont plus tard été désignés comme l'âge d'or de la télévision. En 1957, il est apparu dans un épisode de Robert Montgomery Presents. Il a également été choisi pour Studio One, Kraft Television Theater, New York Confidential, Naked City, The Untouchable, Afghan Will Travel, The Icelander et Decoy avec Beverly Garland, dans le rôle de la première femme officier de police dans un rôle principal d'une série. Folk incarnait souvent des personnages peu recommandables à la télévision au début des années 60. Dans l'épisode The Mirror de The Twilight Zone, Folk jouait un révolutionnaire paranoïaque de type Castro qui, intoxiqué par le pouvoir, commence à voir des assassins potentiels dans un miroir. Il a également joué dans 2 séries télévisées d'Alfred Hitchcock en tant que gangster terrifié par la mort dans un épisode de 1961 d'Alfred Hitchcock Present et en tant qu'évangéliste homicidaire dans The Alfred Hitchcock Hour en 1962. En 1961, Folk a été nominé pour un Emmy Award pour sa performance dans l'épisode Cold Turkey de la série éphémère de James Whitmore, The Law and Monsieur Jones sur ABC. Le 29 septembre 1961, Folk et Walter Matthau ont fait une apparition en tant que guest vedette dans l'épisode inaugural The $1 Million Dump du drame criminel d'ABC Target the Corruptor avec Stephen McNally et Robert Harland. Il a remporté un Emmy pour The Price of Tomatoes, un drame diffusé en 1962 dans The Dick Powell Show. En 1961, Folk a eu l'honneur d'être le premier acteur à être nominé pour un Oscar et un Emmy la même année. Il a été nominé pour ses rôles de soutien dans Murder Incorporated et dans l'émission de télévision The Law and Monsieur Jones. Incroyablement, Folk a répété cette double nomination en 1962, étant à nouveau nominé pour un rôle d'acteur de soutien dans The Pocketful of the Miracle et meilleur acteur dans The Prince of Tomatoes, un épisode de The Dick Powell Show, pour lequel il a remporté le prix. En 1963, Folk et Tommy Sand sont apparus en tant que frères en désaccord sur l'itinéraire d'un chemin de fer dans The Gus Morgan Stories dans Wagon Train sur ABC. Folk jouait le rôle titre de Gus et Sand était son frère cadet Ethan Morgan. Ayant joué de nombreux rôles au cinéma et à la télévision au début des années 60, le premier rôle de Folk dans une série télévisée est venu avec The Trial of O'Brien de CBS. L'émission a duré de 1965 à 1966, avec 22 épisodes mettant en vedette Folk en tant qu'avocat citant Shakespeare qui défend des clients tout en résolvant des mystères. En 1966, il a également joué aux côtés de Robert Goulet dans une production télévisée de Brigadon. En 1971, Pierre Cossette a produit la première émission des Grammy Awards à la télévision avec un peu d'aide de Folk. Cossette a écrit dans son autobiographie « Ce qui signifiait le plus pour moi, c'était que Peter Falk a sauvé ma peau. J'adore le show business et j'adore Peter Falk. » Bien que Falk ait joué dans de nombreux autres rôles à la télévision dans les années 60 et 70, il est surtout connu en tant que vedette de la série télévisée Columbo, qui était apparue pour la première fois dans le film de 1968, Prescription Murder. Columbo a été créé par William Link et Richard Levinson. L'émission était du type connu sous le nom d'Histoire de détective inversée, révélant généralement le meurtrier au début, puis montrant comment le détective de l'homicide de Los Angeles résolvait le crime. Folk a décrit son rôle aux critiques de cinéma. Columbo a une vraie brume autour de lui. Elle semble flotter dans l'air et il est capable d'être distrait. Columbo est un Sherlock Holmes à l'envers. Holmes avait un long cou, Columbo n'a pas de cou. Holmes fumait une pipe, Columbo mâchait 6 cigares par jour. Le chanteur Johnny Cash se souvient d'avoir joué un épisode Swan Song, et bien qu'il ne soit pas un acteur expérimenté, il écrit dans son autobiographie « Peter Falk a été gentil avec moi. Je n'étais pas du tout confiant dans le fait de jouer un rôle dramatique, et tous les jours, il m'aidait de toutes sortes de petites manières. » Le premier épisode de Columbo en tant que série a été réalisé en 1971 par un Steven Spielberg de 24 ans, dans l'un de ses premiers emplois de réalisateur. Falk a rappelé l'épisode au biographe de Spielberg, Joseph McBride. Admettons-le, nous avons eu de la chance au début. Notre premier épisode en 71 a été réalisé par ce jeune gars nommé Steven Spielberg. J'ai dit aux producteurs Link et Levinson, « Ce gars est trop bon pour Columbo. » Steven me filmait avec une longue focale de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas courant il y a 20 ans. Le niveau de confort que cela me donnait en tant qu'acteur, en plus de son superbe aspect artistique,
Eh bien, cela vous disait que ce n'était pas un réalisateur ordinaire. Le personnage de Columbo avait été précédemment interprété par Bert Fred dans un seul épisode de l'émission télévisée The Chevy Mystery Show en 60 et par Thomas Mitchell à Broadway. Falk a joué pour la première fois Columbo dans Prescription Murder, un téléfilm de 68, et le pilote de la série de 70, Ransom for a Dead Man. De 1971 à 1978, Columbo a été diffusé régulièrement sur NBC dans le cadre de la série NBC Mystery Movie. Tous les épisodes avaient la longueur d'un téléfilm dans un créneau de 90 à 120 minutes, y compris les publicités. En 1989, l'émission est revenue sur ABC sous la forme d'une série de téléfilms moins fréquents, toujours avec Falk, diffusée jusqu'en 2003. Falk a remporté 4 Emmys pour son rôle de Columbo. Le lieutenant Columbo possède un basset. À l'origine, il ne devait pas apparaître dans l'émission car Peter Falk pensait qu'elle avait déjà assez de gadgets. Mais une fois que les deux se sont rencontrés, Falk a déclaré « Il était exactement le type de chien que Columbo aurait ». Donc il a été ajouté à l'émission et a fait sa première apparition dans Études in Black en 72. La garde-robe de Columbo était fournie par Peter Falk. Il s'agissait de ses propres vêtements, y compris les chaussures montantes et le manteau de pluie usé qui a fait sa première apparition dans Prescription Murder. Falk improvisait souvent, fouillant dans ses poches pour trouver une pièce à convection et découvrant une liste d'épicerie, demandant d'emprunter un crayon, se distrayant avec quelque chose d'irrévélant dans la pièce à un moment dramatique de la conversation avec un suspect, insérant cela dans sa performance comme moyen de déstabiliser ses collègues acteurs. Il estimait que cela aidait à rendre leurs réactions confuses et impatientes aux facéties de Columbo plus authentiques. Quelques années avant sa mort, Falk avait exprimé son intérêt à reprendre le rôle. En 2007, il a déclaré avoir choisi un script pour un dernier épisode de Columbo. Le script a été renommé Columbo Last Case. ABC a refusé le projet. En réponse, les producteurs de la série ont annoncé qu'ils tentaient de vendre le projet à des sociétés de production étrangères. Peter Falk a remporté 4 Emmy Awards pour son interprétation du lieutenant Columbo en 72, 75, 76 et 1990. Les épisodes préférés de Falk de Columbo étaient Annie Old Port in a Storm, Forgotten Lady et Identity Crisis. On racontait que Falk gagnait 300 000 $ par épisode lorsqu'il est revenu pour la saison 6 de Columbo en 76. Cela a doublé à 600 000 $ par épisode lorsque la série a fait son retour en 89. En 97, Murder by the Book a été classé à la 16e place dans la liste des 100 meilleurs épisodes de tous les temps de TV Guide. 2 ans plus tard, le magazine a classé le lieutenant Columbo à la 7e place de sa liste des 50 meilleurs personnages de télévision de tous les temps. Falk était un proche ami du réalisateur de films indépendants John Cassavetes et a joué dans ses films Husband and Woman Under the Influence et en caméo à la fin d'Opening Night. John a fait une apparition en tant que guest dans l'épisode de Columbo Études in Black en 72. Falk a à son tour joué aux côtés de John dans le film de 76 Mikey and Nicky. Falk a décrit ses expériences de travail avec John, se souvenant spécifiquement de ses stratégies de réalisation. On ne savait jamais quand la caméra pouvait être en marche. Et ce n'était jamais arrêt, coupé, recommencer. John marchait au milieu d'une scène et parlait. Et bien que vous ne vous en rendiez pas compte, la caméra continuait de tourner. Donc je ne savais jamais ce qu'il foutait. Mais il a finalement fait de moi, et je pense que de chaque acteur, quelqu'un de moins conscient de soi, moins conscient de la caméra que quiconque avec qui j'ai travaillé. En 78, Falk est apparu dans l'émission comique The Dean Martin Celebrity Roast, interprétant son personnage de Columbo, avec Frank Sinatra comme victime de la soirée. Le réalisateur William Friedkin a déclaré du rôle de Falk dans son film The Brink Job « Peter a une grande diversité du comique au drame. Il pouvait vous briser le cœur ou vous faire rire. » Falk a continué à travailler dans des films, notamment dans son rôle d'ancien agent de la CIA à la santé mentale douteuse dans la comédie The In-Laws. Le réalisateur Arthur Hiller a déclaré lors d'une interview que le film a commencé parce qu'Alan Arkin et Peter Falk voulaient travailler ensemble. Ils sont allés chez Warner Bros. Et ont dit « Nous aimerions faire un film ». Et Warner a dit « D'accord ». Et en est sorti The In-Laws. De tous les films que j'ai faits, The In-Laws est celui qui reçoit le plus de commentaires.
Le critique de cinéma Roger Ebert a comparé le film avec un remake ultérieur. Peter Falk et Alan Arkin dans le film précédent par rapport à Michael Douglas et Albert Brooks cette fois-ci. Pourtant, la chimie est meilleure dans le film précédent. Falk adopte son mode de conférencier impassible, expliquant lentement et patiemment des choses qui semblent être un non-sens total. Arkin développe de bonnes raisons de soupçonner qu'il est entre les mains d'un fou. Falk est apparu dans The Great Mupper Caper, The Princess Bride, Murder by Days, The Cheap Detective, Vibes, Mad, et dans le film allemand de 1987 en langue allemande de Wim Wenders, Wing of Desire, et sa suite de 1993, Far Away So Close. Dans Wings, Falk joue une version semi-fictionnelle de lui-même, un acteur américain célèbre qui avait autrefois été un ange, mais qui avait perdu sa foi en ne faisant que d'observer la vie sur Terre et qui avait renoncé en retour à son immortalité. Falk a décrit le rôle comme la chose la plus folle qu'on ne m'ait jamais proposée, mais il a été acclamé par la critique pour sa performance dans le film. En 1998, Falk est retourné à la scène new-yorkaise pour jouer dans une production off-Broadway de Mr. Peters Connection d'Arthur Miller. Son précédent travail sur scène incluait le vendeur de biens immobiliers louches Shelly the Machine Levine dans la production de Boston-Los Angeles en 86 de Glengarry Glen Ross et de David Mamet qui a remporté des prix. Falk a joué dans une trilogie de téléfilms de Noël dans lesquels il incarne Max, un ange gardien excentrique qui utilisait des déguisements et la ruse pour guider ses protégés sur le bon chemin. En 2005, il a joué dans The Thing About My Falk. Bien que le critique de cinéma Roger Ebert ne soit pas impressionné par la plupart des autres acteurs, il écrit dans sa critique « Nous découvrons une fois de plus à quel point Peter Falk est un acteur chaleureux et engageant. Je ne peux pas recommander le film, mais je peux être reconnaissant de l'avoir vu, pour Falk. » En 2007, Falk est apparu avec Nicolas Cage dans le thriller Next. L'autobiographie de Falk, Just One More Thing, a été publiée en 2006. En décembre 2008, il a été rapporté que Falk avait été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. En juin 2009, lors d'un procès de tutelle de 2 jours à Los Angeles, l'un des médecins personnels de Falk, le docteur Stephen Reid, a rapporté qu'il avait rapidement sombré dans la démence après une série d'opérations dentaires en 2007. Le docteur Reid a déclaré qu'il n'était pas clair si l'état de Falk avait empiré à la suite de l'anesthésie ou d'une autre réaction aux opérations. Le soir du 23 juin 2011, Falk est décédé dans sa résidence de longue date sur Roxbury Drive à Beverly Hills à l'âge de 83 ans. Sa mort a été principalement causée par une pneumonie, les complications de la maladie d'Alzheimer étant une cause secondaire et sous-jacente. Ses filles ont déclaré qu'elles se souviendraient de sa sagesse et de son humour. Il est enterré au Westwood Village Memorial Park Cemetery à Los Angeles, en Californie. Sa mort a été marquée par des hommages de nombreuses célébrités du cinéma. Steven Spielberg a déclaré « J'ai appris plus sur le jeu d'acteur de lui à ce stade précoce de ma carrière que de quiconque d'autre. » Rob Reiner a déclaré « C'était un acteur totalement unique » et a ajouté que le travail de Falk avec Alan Arkin dans The In-Laws était l'un des duos comiques les plus brillants que nous ayons vus à l'écran. Son épitaphe dit « Je ne suis pas ici, je suis chez moi avec Shera ».